Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes ici porte de Versailles au Mondial de l'Automobile 2022 pour une émission spéciale d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici au Mondial de l'Automobile. Ce salon n'avait pas eu lieu depuis 4 ans et en 4 ans, on vous le répète chaque semaine dans En route pour demain, la mobilité et l'automobile ont beaucoup changé. Bonjour Julien Bonnet. Bonjour Pauline. Alors Julien, tu as eu le temps de faire déjà un petit peu le tour du salon pour nous présenter les principales nouveautés et l'une d'elles, elle est juste derrière nous, c'est la Peugeot 408. Et oui, je tenais à démarrer par un modèle de série parce que c'est vrai que le salon, traditionnellement, on y vient pour découvrir les dernières nouveautés qu'on va pouvoir s'acheter bien sûr en concession. Et donc là, on est sur le stand de la marque française sûrement la plus en forme des dernières années, Peugeot, donc avec sa dernière nouveauté, la 408, donc un numéro inédit dans la gamme. Alors en plus, c'est un modèle inédit parce que finalement, Peugeot va nous dire que c'est plutôt une berline crossover. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un SUV coupé. Enfin, en tout cas, c'est une carrosserie qui est vraiment à la mode et qui marche auprès des consommateurs. Oui, complètement. On a une vague, bien sûr, d'achat de SUV ces dernières années. Ça représente à peu près une vente sur deux actuellement en France. Et c'est vrai que Peugeot, ils n'avaient pas encore la nouvelle arme un peu qui séduit le secteur, le SUV coupé. Donc, officiellement, ils l'appellent fastback, mais finalement, il a quand même tous les attributs de cette catégorie. On rappelle qu'il est né dans le premium, le BMW X6, bien sûr. Voilà, qui est apparu en 2008. Et là, la dernière tendance, c'est qu'il glisse de plus en plus chez les marques généralistes. Le meilleur exemple, c'est le Renault Arcana, qui est vraiment un énorme succès pour Renault. Grossièrement, c'est un 4 jars coupé. Mais finalement, les ventes, elles ont complètement dépassé celles du SUV. Et donc, c'est un peu ce succès que Peugeot veut reproduire avec cette 408. Et alors, juste dernière petite question sur cette 408, c'est qu'en fait, en plus, elle sera produite en hybride rechargeable, en essence, mais il n'y aura pas de diesel dessus. Exactement, ça c'est vrai que c'est une grande tendance aussi dans le secteur, avec les baisses des ventes de diesel, même des grandes berlines comme ça ou des SUV, finalement elles vont pas proposer de motorisation diesel. Ce qui est intéressant, c'est finalement par rapport à un concurrent Renault, sur le dernier SUV, l'Austral, Renault il mise comme sur l'Arcana, sur la motorisation hybride non rechargeable, qui ne sera pas proposé sur cette 408, vu que la technologie plutôt chez Stellantis, c'est l'hybride rechargeable. Donc à voir, en ce moment on voit une tendance avec la baisse des ventes d'hybrides rechargeables, plutôt une hausse des ventes d'hybrides non rechargeables qui est à l'origine popularisée bien sûr par Toyota, mais qu'on voit maintenant chez d'autres marques comme Renault, qui fait baisser la consommation, qui est quand même plus simple à gérer. Il n'y a pas besoin de brancher la voiture pour avoir un peu... Au quotidien, c'est plus facile pour les utilisateurs. Exactement, donc ce sera très intéressant de voir ce duel à distance 408 Renault Austral pour voir un peu comment se répartissent les ventes entre hybrides non rechargeables et hybrides rechargeables. Et justement, comme tu parles de Renault, on va partir chez eux, on va partir chez la marque de sport du groupe Renault qui s'appelle Alpine. Alors Alpine, ils sont là avec une version radicale de l'A110, mais ce qui nous intéresse ici, c'est un concept, l'Alpenglow, j'espère que je le prononce bien, et en fait, là, on est carrément plutôt dans le futur puisqu'on est sur une voiture de course et une voiture de course à hydrogène. Voilà, on va rêver un peu avec un concept car, ça fait aussi partie des prérequis du salon. Et du coup, cette voiture, c'est un concept car, mais en fait, ça préfigure quand même des évolutions dans la gamme Alpine. C'est une sorte de manifeste. Oui, complètement. En fait, ce concept, il incarne vraiment la volonté d'Alpine d'explorer tous les segments du sport automobile le plus extrême. Et là, ce qui est super intéressant sur ce concept, c'est que pour la première fois, c'est une concrétisation en fait, de l'hydrogène qui arrive chez Alpine. On sait que le groupe Renault veut être présent un peu sur toutes les technologies. Pour rappel rapide, l'électrique, il se divise en deux grandes catégories. L'électrique sur batterie et l'électrique qui fonctionne grâce à une pile à combustible, donc à hydrogène. Donc on est quand même dans la même catégorie, grossièrement, on va dire zéro émission. Donc l'idée, en plus, dans le cadre du sport automobile, c'est d'aller chercher peut-être des performances, une sonorité. Parce que là, finalement, la petite subtilité, c'est que ce n'est pas une technologie hydrogène à pile à combustible qui est présentée dans le concept, mais une technologie de moteur à combustion interne qui fonctionne à l'hydrogène. Donc on en a déjà parlé dans En route pour demain, mais c'est vrai que c'est une alternative qui peut être séduisante parce que finalement on remplacerait le traditionnel plein de carburant par un plein d'hydrogène et ensuite après ça fonctionnerait comme un moteur à combustion interne, donc avec notamment la sonorité moteur qui pourrait aller avec, tout en émettant que de la vapeur d'eau, donc finalement le meilleur des deux mondes finalement. Et alors l'hydrogène, ça va être c'est l'une des grosses tendances de ce salon, puisqu'on a juste derrière nous la marque Opium, il y aura aussi une nouvelle marque Namix, donc ce sont vraiment l'une des tendances du salon, mais aussi l'une des tendances du monde de l'automobile. Et puis bon, il y a le futur, donc il y a l'actualité, c'est la voiture électrique, le futur c'est l'hydrogène, et puis il y a aussi des gens qui continuent de rêver de la voiture à moteur thermique et de voitures très puissantes. Alors c'est
Ton dernier coup de cœur de ce salon, alors c'est un multiplat, mais un multiplat survitaminé. Oui, déjà ça permet à Fiat, qui n'est pas présent sur le salon, on rappelle ça fait partie des marques de Stellantis, mais finalement indirectement ils vont être là avec un objet assez extraordinaire, c'est le Fiat Multipla, donc un Fiat Multipla qui a complètement été remasterisé par les youtubeurs de Villebrequin. Finalement, ils ont gardé la carrosserie, on va dire. Ça ressemble à un multiplat. Voilà, ça ressemble à un multiplat avec un gros aileron, enfin voilà, un multiplat qui serait très sportif. C'est un peu l'esprit du Renault Espace F1 d'il y a pratiquement 30 ans. Complètement, parce que l'idée c'est en plus de faire des tours embarqués pour faire un peu profiter de la motorisation inédite sur un multiplat, d'où son petit nom de Multipla, donc un V8 2000 chevaux. Donc c'est sûr que c'est assez impressionnant. Pour l'instant, il n'a pas encore roulé, donc ça sera la prochaine étape. On attend notamment un Merguez Tuning Show que doit organiser Villebrequin, qui a été organisé, qui a été un peu décalé, je veux dire, avec le Covid. Et c'est intéressant de voir aussi comment le salon se tourne vers ces nouveaux acteurs qui parlent d'automobile autrement, mais qui réunissent quand même énormément de fans. Finalement, on voit que on disait les jeunes ne s'intéressent plus à l'automobile, c'est quelque chose de dépassé. Finalement, on voit avec des youtubeurs comme Villebrequin qui ont d'ailleurs un stand sur le salon. C'est pas simplement, ils sont pas juste là pour montrer des images, ils ont vraiment un stand, ils exposent finalement que l'automobile peut encore intéresser encore des fans dans la jeune génération. Complètement, 2 millions d'abonnés chez Villebrequin. Ils étaient à 725 000 en 2019 quand ils ont lancé la campagne de financement participatif sur ce projet Multipla. Qui a explosé d'ailleurs. Complètement, ils avaient un premier objectif à 50 000 €. Finalement, ils ont levé plus d'1 million d'euros. Donc un gros succès. Ça a permis aussi de rentrer en partenariat avec des grands noms de l'automobile, notamment Michelin. Donc c'est vrai que là, d'ailleurs, la petite subtilité au Mondial de l'Auto, c'est qu'on découvre ce Fiat Multipla en livrée rouge et blanche, alors que d'origine, elle a été présentée en bleu et jaune, donc les couleurs de Michelin. Ça a un petit peu fait scandale parmi les utilisateurs qui trouvaient que Michelin récupérait peut-être un peu trop le projet. Michelin, comme ils sont très attachés à ce partenariat avec Villebrequin, finalement, ils ont quand même choisi, c'est eux-mêmes qui ont proposé de changer la couleur en disant nous, en fait, on ne veut pas non plus que ça concentre, on va dire, une certaine haine qu'on peut retrouver aussi sur Internet parfois. Donc finalement, ils reviennent ici au salon en présentant pour la première fois ce Multipla comme ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est vraiment, on a toujours le logo Michelin qui est apposé dessus pour montrer bien ce partenariat. Récemment, il y a eu le Grand Prix Explorer dont on peut parler parce que Villebrequin y participait. D'ailleurs, Sylvain Lévy. C'était un grand prix au Mans en fait avec des Formule 4 et en fait tous les pilotes, c'était des pilotes qui sont en fait des youtubeurs, des fans de sport automobile qui ont envie de s'affronter dans une course inédite retransmise sur Twitch avec d'ailleurs un record puisqu'il y a eu 1 million de personnes qui ont regardé sur Twitch, donc le record français pour cette chaîne. Et organisé par Squeezie, donc un peu le roi des youtubeurs français, qui n'est pas directement lié, on va dire, à l'automobile, mais qui est un gamer, donc qui joue aux jeux vidéo, etc., qui fait un peu le lien entre ce monde peut-être virtuel et ce monde réel, voilà, des nouveaux consommateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre du Grand Prix Explorer, on retrouvait aussi déjà des noms un peu plus classiques du monde de l'automobile qui essayent, voilà, de se greffer un peu sur cette nouvelle audience. Donc, comme tu l'as dit, audience énorme, quand même plus d'1 million de vues sur Twitch. Et donc, on retrouvait notamment Cupra qui sponsorisait une des équipes, mais aussi Alpine. Et également Oscaro, donc site de vente en ligne de pièces détachées. Et donc Villebrequin participait à ce Grand Prix Explorer. Ils ont gagné. Sylvain Lévy, le leader de la chaîne Villebrequin, on peut dire, a remporté le Grand Prix. Donc tout ça, c'est une alchimie qui est intéressante à voir naître. Et la présence de Villebrequin au salon, ça témoigne un peu de cette nouvelle tendance de couverture du monde automobile. Finalement, l'automobile n'est pas même thermique, n'est pas totalement morte. Merci beaucoup Julien Bonnet, journaliste auto BFM Business. Et on continue d'explorer les nouveautés de ce salon avec notre invité. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. C'est l'une des premières mondiales sur ce salon de Paris. Elle est juste derrière moi, c'est la Jeep Avenger. Et alors cette Jeep, c'est la première Jeep 100% électrique. Christian Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Jeep, la marque américaine. Alors pourquoi vous lancez votre première voiture électrique sur le salon de Paris ? En fait, cette voiture, elle a été designée en Europe, elle est faite en Europe et elle a été créée pour l'Europe essentiellement. Donc en fait, on a trouvé l'opportunité de Paris comme un bon moyen de communiquer la voiture, de la montrer pour la première fois et de montrer le concept 4xe qui va être la version 4x4 de la Jeep Avenger qui sortira plus tard. Une Jeep 100% européenne, c'est pas forcément très commun. Qu'est-ce que ça a de différent d'une Jeep américaine ? C'est un véhicule qui est très compact par nature, qui est très adapté à la vie en ville, à la vie urbaine. Alors juste très compact, dites-nous quelle taille, parce qu'il y a très compact. 4,08 m. Ah oui, c'est vraiment très compact. C'est quand même une très petite voiture. Par contre, très musclée, assez large,
et qui permet de s'échapper de la ville et de s'amuser sur du tout-terrain aussi. Justement, cette voiture donc destinée pour l'Europe, quelle place elle va avoir dans la stratégie mondiale de Jeep? Est-ce que vous allez demain la vendre aussi aux États-Unis et qu'est-ce qu'elle doit vous permettre sur le marché européen? C'est une voiture qui va nous donner un gros boost en Europe essentiellement. En fait, c'est une voiture qui va repositionner complètement la marque dans l'imaginaire des Français et des Européens par rapport au fait que Jeep, ça n'est pas uniquement des gros SUV, des gros 4x4 avec des gros moteurs. C'est une voiture qui est compacte, qui est adaptée, qui est très fonctionnelle et qui est 100% électrique. Donc on a véritablement un produit qui est adapté. Ce n'est pas un véhicule pour les États-Unis, c'est un trop petit véhicule pour les États-Unis, donc on a décidé de mettre le paquet là-dessus. Par contre, ce véhicule sera vendu au Japon, en Corée du Sud et dans certains autres pays également. Aujourd'hui, l'Europe, ça représente quoi pour Jeep? C'est parce que finalement, vos parts de marché en France, elles ne sont pas très importantes. Vous êtes un peu connu en Italie grâce au Renegade. Qu'est-ce que ce véhicule va vous permettre sur le marché européen? En fait, on est très connu en Italie, on fait 10% du marché des SUV, en France on fait 1%. Donc la part de progression, elle est de 1 à 10. Donc on pense qu'avec cette voiture, on va véritablement repositionner la marque sur l'imaginaire français et trouver des nouveaux clients également sur le Renegade et le Compass, des gens qui n'avaient jamais envisagé d'acheter une Jeep. Alors ça, c'est votre première voiture électrique. Justement, comment va se décliner la gamme? Est-ce que vous allez garder l'électrique pour les petits véhicules ou est-ce que demain, on pourra imaginer, je ne sais pas, un Wrangler qui est un peu votre véhicule iconique en 100% électrique? Alors on est à fond sur l'électrification. On a présenté le mois dernier 3 véhicules qui seront donc lancés en Europe dans les 3 prochaines années, dont l'Avenger l'année prochaine. Et le Recon, qui sera un véhicule de la même famille que le Wrangler, qui est très tout-terrain, avec les portes qui se retirent, le toit qui se retire, les vitres qui se retirent, donc le Open Air Freedom qu'on appelle, 100% électrique. On aura un Wagoneer S qui sera un véhicule premium de très haute gamme, super tech et tout-terrain standard également, plus un 4e qu'on révélera un peu plus tard. Donc on met le paquet sur l'électrification à 100%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez? Parce que c'est vrai qu'en Europe, on se tourne de plus en plus avec 2035 vers le 100% électrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie. On n'est pas forcément sur la même temporalité. Comment vous faites quand vous êtes un constructeur mondial pour justement arriver à gérer les deux? C'est un peu compliqué parce qu'en fait la vitesse d'électrification varie selon les différents marchés. Je dirais que l'Europe est en avance par rapport au reste du monde. Nous, on a un objectif d'être à 100% électrique en 2030, donc complètement électrifié. 50% aux États-Unis, donc vous voyez, il y a un peu de décalage. Et puis bien sûr, les autres régions sont un peu plus en retard. Mais globalement, en fait, il y a une avancée très forte de l'électrification. Donc c'est juste une période de décalage qui se produit actuellement. On va trop vite, selon vous, en Europe? Ça n'est pas véritablement à moi d'avoir une opinion là-dessus. Le fait est que je dirais que tous les constructeurs sont à fond sur l'électrification. Je dirais que les gouvernements ont pris des décisions pour pousser l'électrification. Je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut que tout le reste suive. Il faut que l'énergie propre soit là. Il faut que l'infrastructure de recharge soit là également. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des véhicules qu'on n'arrive pas à recharger. Justement, ça sur l'infrastructure de recharge, on l'a vu, Renault a annoncé qu'il allait développer son propre réseau de bornes. On sait que les Allemands fonctionnent avec Ionity pour justement proposer des tarifs préférentiels à leurs clients. Qu'est-ce que vous proposez, vous, chez Jeep, justement, pour que vos clients soient sûrs justement de trouver une borne et de pouvoir se recharger et un tarif à peu près acceptable? Alors on encourage énormément donc, les gens à avoir une borne de chargement chez eux, s'ils le peuvent. Ce que je pense, c'est qu'il faut aussi que les gouvernements encouragent, dans les immeubles notamment, à créer de l'infrastructure pour pouvoir recharger à la maison, parce que c'est quand même très important. Et puis après, il y a l'infrastructure publique. On essaie aussi de développer en accord avec certains distributeurs et avec les gouvernements des différents pays. Vous comprenez, on se pose beaucoup de questions sur l'électrique, mais il y a aussi toute une vague de critiques des SUV, il y a toute une vague d'un mouvement qui est en train de monter, notamment chez les plus jeunes, pour dégonfler les pneus des SUV, en disant c'est pas ok, ils sont électriques, mais ça reste des gros véhicules qui prennent énormément de place en ville. Comment vous, en tant que justement un peu leader de ce type de véhicule, vous regardez ce mouvement et qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces jeunes? Ce que je vois, c'est que cette voiture, elle est très compacte. Finalement, c'est un SUV complètement adapté. C'est un véhicule qui est zéro émission, comme une voiture. Par contre, qui a beaucoup de fonctionnalités. Donc, il permet à une famille de partir en vacances avec des équipements, de partir en week-end et s'amuser, à faire plein de choses. Donc, ce que je pense, c'est que le client est le roi.
Ce que je vois, c'est que finalement, les SUV sont très Ils populaires. les achètent. Les gens les achètent. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a une tendance à faire attention sur l'efficacité de la consommation d'électricité. Donc, effectivement, on fait attention au design des voitures. On essaie d'arrondir un peu certains angles pour que les SUV deviennent de plus en plus efficaces. On a parlé du marché européen, du marché mondial. Jeep avait aussi un lien historique avec la Chine qui semble un petit peu distendu ces derniers temps puisque vous n'allez plus produire sur place, vous allez importer des véhicules. Comment vous voyez votre avenir sur ce marché qui est quand même un marché, le premier marché mondial et puis un marché capital pour la voiture électrique? C'est un gros marché. Le problème, c'est que sur le plan géopolitique, c'est un marché qui est très difficile et sur lequel en fait, on a décidé de réduire en fait, la voilure, réduire les investissements. On a décidé de passer à ce qu'on appelle un asset light, donc moins d'investissement sur le marché chinois et focaliser sur l'import, sur des produits comme le Wrangler, le Grand Cherokee, qui sont des produits très profitables et qui nous permettent de repositionner la gamme sur le premium. Avenger, c'est un modèle qui, par exemple, pourrait aller en Chine. Il y aurait une clientèle qui existerait sur le marché chinois pour Tout à cette fait, voiture. il y aura une clientèle. Le seul truc, c'est que le marché chinois est un peu saturé sur les petites voitures électriques. Et ce n'est pas notre objectif d'arriver avec des véhicules qui vont se confronter à des prix très très bas. Cette voiture, elle est produite en Pologne, à Tichy. Ça veut Oui. dire que là, ça va être pour le marché européen. Ouais. Comment, quand vous allez l'envoyer au Japon, quand vous allez l'internationaliser, où est-ce qu'elle sera produite? Elle va être produite à Tiki dans un premier temps, Uniquement uniquement à Tiki. uniquement là-bas. On est en train de regarder un petit peu pour l'Amérique du Sud, par exemple, sur des marchés comme le Brésil, s'il y a un potentiel pour cette voiture également. Et dans ce cas-là, si on décide d'aller de l'avant, on localisera également sur le Brésil ou l'Argentine ou je ne sais. Et alors en termes de tarifs, parce que c'est l'un des autres gros débats du moment, hein, le prix de la voiture électrique, où justement le gouvernement essaie de mettre en place un leasing social à 100 € par mois. On sait qu'il y a 6 Français sur 10 qui le disaient dans un sondage. Aujourd'hui, la voiture, c'est trop cher pour nous. Comment vous allez la positionner en termes de tarifs pour que justement elle soit le plus abordable possible? Mais la voiture en fait en entrée de gamme et qui sera un véhicule bien équipé sera en dessous de 30 000 €, donc après les aides du gouvernement. Et on va en fait annoncer aujourd'hui le début de ce qu'on appelle la First Edition, donc l'édition de lancement, qui va être un véhicule tout équipé à 249 € par mois. Donc on fait tout pour justement essayer d'avoir un produit qui soit relativement abordable pour le marché français. Justement, on en est où des prix de l'électrique? Parce qu'on se disait avec la massification, les prix vont baisser. On sait qu'avec les coûts des matières premières, c'est plus compliqué. Comment vous gérez ces deux paramètres? C'est un Rubik's Cube assez compliqué, mais on y arrive et on a beaucoup d'investissements, donc justement sur toute l'électrification, sur l'assemblage des batteries. On a des partenaires en Europe, on a des partenaires en Amérique du Nord qui vont nous permettre d'avoir l'autonomie qu'il nous faut pour pouvoir avancer et multiplier les synergies au sein du groupe de Stellantis. Christian Meunier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, CEO de Jeep. On continue sur les nouveautés de ce salon de l'auto avec peut-être la plus grosse nouveauté. J'espère que Christian Meunier ne m'écoute pas, ne m'entend pas quand je dis ça, mais c'est vraiment, elle est partout sur les réseaux sociaux depuis qu'elle a été révélée. C'est la 4L, la nouvelle 4L révélée par Renault et c'est un reportage de Julien Bonnet et Bastien Poty. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. 4 mètres de long et un petit look de SUV baroudeur, on découvre aujourd'hui la Forever Trophy ou la 4L du futur. Renault vient en effet de la dévoiler en ouverture du mondial de l'auto et ça devrait être une des stars du salon parisien. De quoi anticiper ce que donnera la future 4L électrique qui sera commercialisée à partir de 2025. Et c'est désormais acté, ce modèle va donc renaître en version 100% électrique pour composer la future gamme zéro émission de la marque aux losanges. En compagnie d'une certaine R5, dont le concept avait été dévoilé début 2021 et qu'on retrouve aussi sur le stand Renault du mondial. Si certains éléments parleront aux fans historiques de la 4L, l'idée restait pour Renault de complètement réinventer cette voiture. En clair, pas besoin de reconnaître certains détails comme cette face avant avec ses phares ronds, le dessin d'une vitre latérale ou encore ses feux à l'arrière pour être séduit et y voir un véhicule moderne qui donne envie de passer à l'électrique. C'est aussi l'objectif de Renault, faire rêver toutes les générations, contemporaines ou non de la 4L, tout en offrant la même polyvalence que son illustre ancêtre, capable de répondre à tous les besoins de ses utilisateurs. Du simple trajet pour aller au travail ou pour faire les courses, à un départ en vacances, voire vivre une vraie aventure dans le désert. Comme son nom l'indique, le concept Forever Trophy rend en effet à la fois hommage à la 4L, mais aussi au 4L Trophy, ce raid entre jeunes de moins de 28 ans qui se tient chaque année et depuis 1997 au Maroc.
C'est ce qui explique le choix de ce format de buggy très surélevé avec ses passages de roues impressionnants. Une roue de secours sur la galerie de toit ou encore la pelle à l'arrière pour se désensabler. Détail amusant, un compresseur intégré situé au niveau de chaque roue permet de facilement gonfler ou dégonfler un pneu en fonction des besoins dans une situation de conduite tout-terrain. Pratique aussi pour faire face aux dégonfleurs de pneus, ces militants écologistes qui visent les SUV, même électriques, et qui seraient surpris de voir le pneu se regonfler immédiatement après leur action. Un concept très fun et qui pourtant, d'après Renault, offre déjà un bon aperçu de la future 4L, R4 ou Forever, son nom définitif n'étant pas encore confirmé. Cette 4L du futur, elle reprend donc les codes un peu rétro-futuristes qui avaient été introduits sur le concept R5 présenté début 2021. On attend avec impatience maintenant les modèles de série. La R5, elle doit sortir en 2024 et la 4L un an plus tard. La bonne nouvelle, c'est que ces deux modèles, on sait déjà qu'ils seront produits en France, dans le pôle Electricity, dans le nord de la France, donc sur lequel mise beaucoup Renault. La R5 du côté de Douai, et pour la 4L, elle sera produite à l'usine de Maubeuge. Et on termine cette émission spéciale avec l'une des autres grandes tendances de ce salon, c'est la présence de nouveaux constructeurs, des constructeurs asiatiques et notamment des constructeurs chinois. Nous sommes ici sur le stand de BYD. Alors c'est une marque qu'on ne connaît pas du tout, pas vraiment, en Europe, mais qui est en fait l'un des plus gros vendeurs de voitures électriques au monde, Julien Bonnet. Oui, complètement. En fait, on est vraiment sur le stand d'un leader mondial qui est au coude à coude avec Tesla sur les ventes de voitures électriques, enfin plutôt électrifiées, parce que contrairement à Tesla, BYD, ils vendent aussi des hybrides rechargeables en plus des voitures 100% électriques. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Là, ils partent vraiment à l'assaut du marché européen avec une gamme assez complète. On découvre sur leur stand des SUV, des berlines. Il y a un petit SUV compact électrique, donc vraiment la tendance du moment en Europe. Il y a une grande berline aussi, il y a un gros SUV. Et d'ailleurs, BYD, ça veut dire quoi, Julien ? C'est les initiales en fait de Build Your Dreams, donc construis tes rêves. Donc voilà, un message assez évocateur pour en fait changer le monde avec les motorisations électrifiées. Et donc on retrouve également d'autres constructeurs chinois sur ce salon. On a notamment le groupe Great Wall Motors, qui est aussi un géant un peu de l'automobile électrique. Un géant méconnu pour nous, Européens. Voilà, en fait, comme BYD, pour l'instant, c'est vraiment des groupes qui sont construits sur le marché chinois, qui vendent énormément de volume maintenant et qui cherchent un peu à s'étendre sur de nouveaux marchés, voilà, pour trouver de nouvelles pistes de développement. Et chez Great Wall, donc, on aura deux marques représentées. Way. Plutôt du grand SUV de luxe, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Et une marque Aura, avec l'Aura 4, donc une petite citadine. Oui, plutôt petite Mini, façon petite Fiat 500 électrique, voilà, peu ce modèle-là. En ce moment, donc on a hâte de découvrir tout ça. Alors c'est vrai qu'en fait, comme l'Europe a annoncé qu'en 2035, il n'y aurait plus que des voitures neuves électriques, c'est sûr que ça ouvre des possibilités à d'autres constructeurs, mais il y a quand même quelques constructeurs qui veulent continuer à vendre du thermique dans ces nouvelles marques. Il y a notamment le Vietnamien VinFast qui est aussi présent ici sur le salon, Julien. Et oui, ils étaient présents déjà en 2018, donc on avait un peu découvert cette marque, mais c'était un peu un teasing. Aujourd'hui, on est vraiment sur le lancement commercial, donc avec un stand, avec les premiers modèles qui doivent constituer la gamme VinFast en Europe. Finalement, la grosse tendance, c'est l'arrivée de ces nouveaux acteurs asiatiques. On avait une première vague avec les Japonais, plus récemment les Coréens. Eux, ils ne sont pas présents sur le salon. Et donc, finalement, les Chinois prennent un peu la place, laissez libre. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julien Bonnet. Voilà, c'est déjà fini pour cette édition spéciale d'En route pour demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis, comme chaque semaine, tous les week-ends sur BFM Business et toute la semaine sur Tech & Co. Bon week-end, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.